Bonjour à tous, bienvenue sur Figaro Live. Nous faisons un débrief donc de cette interview d'Emmanuel Macron avec Arthur Berda du service politique. Bonjour Arthur. Bonjour Vincent. Plus de 2 heures d'interview. À la fin d'ailleurs, Emmanuel Macron disait que pourtant on n'avait pas parlé d'Europe, d'écologie. C'est ce qu'il a déploré et il a fait remarquer d'ailleurs à ses interlocuteurs qu'il leur avait fait faire beaucoup de choses, notamment le mot de la fin là qui pour le coup l'a pris au dépourvu, c'était le résultat du match PSG-Monaco 7-1. Déjà, avec cette info, on évacue le sujet. Interview pour le moins déconcertant, Arthur, et c'est ce qui a été remarqué en tous les cas sur Twitter. On va y revenir dans un instant. Interview déconcertante sur la forme surtout, oui Vincent. Déjà une interview de près de 3 heures, je crois que ça fait 3 heures, non, combien ils ont dit 2h45 2h45, oui. De 20h35 à 23h18. C'est une vraie nouveauté déjà dans le format. On avait l'habitude de l'interview traditionnelle d'1 heure du président de la République à l'Élysée la plupart du temps. Elle avait déjà été délocalisée dans l'Orne jeudi sur TF1 aux 13h. Cette fois, elle est au Palais de Chaillot à Paris. Donc déjà, sur la forme, c'était déjà une nouveauté avec 2 intervieweurs qui sont plus des débatteurs que des intervieweurs. Nouveauté aussi dans le look vestimentaire des intervieweurs qui ne portaient pas de cravate, aucun des deux. Jean-Jacques Bourdin pour BFM TV RMC, Edoui Plenel pour Mediapart. Pas de cravate pour les 2 intervieweurs, donc une volonté de casser avec la tradition des précédentes interviews. 3 heures d'interview, et puis dans le contenu, une interview qui a viré au combat de boxe pour la première heure, très tendue, et donc avec une forme qui a un peu desservi le fond, puisqu'il n'en ressort pas grand-chose sur le fond. Alors une forme qui a desservi le fond, on va y revenir peut-être un petit peu sur cette forme qui était un petit peu originale cette fois-ci, puisque ça a eu lieu donc au Palais de Chaillot, qui est au-dessus de la Tour Eiffel. On la voyait d'ailleurs en fond, et un interview donc avec ces 2 interlocuteurs qui étaient plus des choix de communication que des choix reflétant quelque chose, reflétant une représentativité. Il y avait Edoui Plenel, le patron du site d'investigation Mediapart, qui est un peu dans le rôle de la caution de gauche, qui portait un peu les critiques de la gauche, une gauche plutôt à gauche, l'aile gauche de la gauche. Et puis Jean-Jacques Bourdin qui s'est voulu plus le porte-voix des mécontentements populaires. Donc voilà, c'était un peu BFM TV, RMC, les mécontentements du peuple, de la base, et puis Edoui Plenel, plus les critiques qui viennent de la gauche. C'est un peu la répartition qui s'est très vite imposée dans le débat. Et c'était ce qui était recherché par les communicants de l'Élysée. De ce côté-là, objectif atteint, pari réussi. Pari réussi pour Emmanuel Macron qui est... C'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'interview a très vite tourné au débat en fait. On avait 2 intervieweurs qui sont connus pour être des intervieweurs plutôt tenaces, qui sont dès les premières... On a eu une première séquence qui était sur la Syrie. Cette séquence-là, elle a été très grave puisque la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont frappé la Syrie, ont frappé les positions du régime, les constructions d'armes chimiques du régime cette semaine. Donc séquence un peu grave. Le ton grave, c'était la première fois que le président de la République s'exprimait là-dessus. Il y avait eu des communiqués, il y avait eu du texte, il y avait eu des images, mais il n'y avait pas eu de son d'Emmanuel Macron. Donc une fois que cette séquence-là est passée, on est tout de suite rentré dans le dur sur les questions intérieures. Et là, le débat entre l'interview d'Emmanuel Macron par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin a viré au débat avec des violentes passes d'armes, des invectives, pas des invectives, mais des échanges très tendus. Vous pouvez, vous le voyez, juste à côté, juste à droite de ce player, participer à la discussion. Vous pouvez nous donner votre avis, donner vos commentaires, poser vos questions. On vous en a posé un certain nombre sur Twitter, notamment sur le ton qui était utilisé au cours de cette interview. On vous a posé des questions également sur la colère qu'éprouvaient des retraités, en tous les cas d'après ce que disait Jean-Jacques Bourdin,
Blandin, est-ce que vous vous retrouvez dans cette colère? Dites-nous pourquoi. Donc vous pouvez répondre et justement donc participer à cette discussion. Vous pouvez également répondre à la question qui est posée par Le Figaro, qui est ce soir, donc, avez-vous trouvé Emmanuel Macron convaincant lors de son interview? Pour l'instant, 58% de oui, 42% de non. Vous pouvez voter si vous ne l'avez pas fait. C'est juste en dessous de ce player que vous pouvez répondre à cette question. Vous parliez de la Syrie tout à l'heure, Arthur. On va précisément écouter justement ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le sujet et comment il a justifié les frappes sur la Syrie. On l'écoute. On va l'écouter dans un tout petit instant. Bloquer le mécanisme d'attribution de l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques, ne permettant plus à la communauté internationale de s'organiser. Ils l'ont impuissanté. Donc ils sont complices. Bien sûr qu'ils sont Emmanuel complices. Macron. Je l'ai dit, et j'ai eu Vladimir Poutine le matin. Oui. Ils n'ont pas, Vous l'avez appelé le matin. Ils n'ont pas, eux, utilisé le chlore. Le matin des frappes. Mais ils ont construit méthodiquement l'incapacité de la communauté internationale, par la voie diplomatique, à empêcher l'utilisation d'armes chimiques. Ils sont chimiques. donc complices. C'est ce que vous avez dit à Vladimir Poutine. C'est ce que je lui ai dit. Les Russes ont, en novembre 2017, bloqué le mécanisme d'attribution de l'Organisation internationale. Voilà, et on a remis le début de la déclaration parce qu'il avait été coupé au début. Et donc, Emmanuel Macron mettait en cause l'attitude des Russes, et en particulier l'attitude de Vladimir Poutine. Peut-être qu'on va souligner dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, je retrouve mes notes, ce qu'il a dit concernant ce qui a décidé cette intervention. C'est la question des preuves. Emmanuel Macron dit notamment « Nous avons obtenu des preuves que des armes chimiques avaient été utilisées, preuves obtenues par nos services, dit Emmanuel Macron, donc par les services français et par les services alliés. » Et Emmanuel Macron enchaîne en disant « Nous avons obtenu la preuve que ce pouvait être attribué au régime syrien. » Je ne sais pas si vous l'avez interprété comme moi, mais je n'ai pas senti qu'il y avait une certitude que ça pouvait être attribué au régime syrien. La difficulté d'Emmanuel Macron en la matière, c'est que pour l'instant, il est le seul à affirmer qu'il y a des preuves. Il est le seul à avoir fourni un document qui a été envoyé à la presse notamment, et que les États-Unis ont longtemps temporisé. On se souvient de l'interview d'Emmanuel Macron au Trésor de TF1 jeudi. C'est à ce moment-là qu'il a dit pour la première fois « Nous avons des preuves de l'utilisation d'armes chimiques, au moins du chlore », avait-il dit. Et donc, nous interviendrons en temps voulu. Donc Emmanuel Macron, dès jeudi, quasiment, il a annoncé que la France allait frapper les positions du régime et ses constructions d'armes chimiques. En revanche, concernant les preuves, en effet, on a tous souvenir de 2003, lorsque les États-Unis avaient brandi cette fiole qui était censée être une preuve. La France, à l'époque, s'était opposée. Colin Powell, qui était secrétaire et la France, à l'époque, s'était opposée par la voix de Dominique de Villepin en 2003, donc il y a 15 ans. Évidemment, Emmanuel Macron, il a la volonté de ne pas reproduire cet épisode. Il affirme détenir des preuves. A priori, il a frappé. C'était la ligne rouge qu'il avait fixée en mai. On imagine mal Emmanuel Macron reproduire cette erreur. En effet, il a dit qu'ils peuvent être... la phrase était en effet oralement un petit peu ambiguë. Ces preuves, voilà, que ces frappes pouvaient être attribuées au régime syrien. Donc ça, c'était la première partie de l'interview. Ensuite, eh bien, Emmanuel Macron a évoqué effectivement le contexte de l'intervention en Syrie. Peut-être qu'avant de rentrer juste sur les parties plus polémiques, puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment et on vous salue, vous pouvez réagir, poser vos questions. C'est ce qu'on vous indique juste à droite de ce player avec déjà le résumé de l'émission qu'ont fait paraître les équipes de modération du Figaro. Je salue Bim Badaboum. J'imagine que c'est un pseudo. Il faut laisser Bachar faire le ménage chez lui. C'est effectivement une opinion. C'est pas du tout celle du président de la République. Et on va l'écouter justement sur cette question. C'était donc au tout début
au tout début de l'entretien avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Très précis. Et je veux le dire à nos concitoyens. Un, dans le cadre strict, justement, de cette légitimité internationale. Deux, sans déclarer la guerre au régime de Bachar el-Assad. Nous avons frappé de manière extrêmement précise des sites d'utilisation d'armes chimiques, contraires à tout le droit international, en particulier leur utilisation conformément Emmanuel à nos Macron. engagements. Et trois, nous n'avons eu aucun dommage collatéraux à l'égard des Russes. Aucun dommage collatéral à l'égard des Russes, et c'est ce que précisaient justement les Russes hier en disant qu'il n'y avait eu aucune victime, même si des sources syriennes affirment qu'il y a eu des blessés. L'autre moment important, ou plus exactement l'autre aspect important de cette interview, on le disait depuis le début, Arthur, c'est le ton, la tournure qu'a pris la discussion de l'interview. Et on va bien écouter un de ces extraits, une de ces passes d'armes. On y revient on y revient et on commente juste après. Professeurs et nous ne sommes pas les élèves. Hein. Donc, non, mais il n'est pas faux notre raisonnement. J'ai le droit de poser des questions. Mais non, monsieur Plenel, vous me dites quand vous pensez que je me trompe, mais j'ai le droit de vous dire quand c'est le cas. Vous l'acceptez, cette évasion fiscale, moralement ? Je ne fais pas de morale. Non, mais je fais pas de morale. Mais mettez-vous à la place de celles et ceux qui nous regardent et qui ont des difficultés à la fin du mois. Il y a ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Ni vous ni moi n'êtes des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs, je suis le président de la République et nous sommes en train de faire un débat démocratique. C'est un ami ou pas d'Emmanuel Macron, Bernard Arnault, juste une précision. Voilà, c'est compliqué. C'est pas moi qui vais m'aventurer dans les rapports entre les deux. Entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault. En tous les cas, ça a été une passe d'armes et assez bien résumée d'ailleurs dans cette série d'extraits. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais au début, effectivement, Edoui Plenel dit à Emmanuel Macron nous ne sommes pas vos élèves et vous n'êtes pas vos professeurs. Ça me faisait penser, moi, à un échange d'un vieux débat politique. C'est un grand classique. C'est le Mitterrand face à VGE, Valéry Giscard d'Estaing. C'était en 81, débat d'entre-deux tours de la présidentielle, on se souvient de toute cette formule. Il avait dit à l'époque, je ne suis pas l'élève et vous n'êtes pas le président de la République. François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est resté, et puis c'est devenu un classique des débats politiques. Je ne suis pas l'élève, vous n'êtes pas le professeur. On l'a vu d'ailleurs à l'entre-deux tours de la présidentielle. Marine Le Pen l'avait dit à Emmanuel Macron. Là, c'est Edoui Plenel cette fois qui le dit à Emmanuel Macron. C'est un classique. Ça ne mange pas de pain à chaque débat ou émission politique. Alors, il y a eu une série de choses qui se sont dites dans le fond autour de cette émission. Sur la forme, j'y reviens parce qu'il y a eu effectivement énormément de réactions. Marie-Amélie Putala, qui s'occupe de gérer les réseaux sociaux ici au Figaro, a fait cet article que vous pouvez retrouver dans la verticale politique du Figaro, hein, c'est-à-dire en allant sur menu ici et puis en cliquant sur politique, et vous retrouvez effectivement cet article où on peut trouver 10 tweets qui illustrent l'ambiance sur le plateau, et on a eu ces réactions qui sont assez éloquentes et qui assez représentatives de ce qu'on pouvait lire au début sur Twitter. Bob le centriste, pénible comme quoi un excellent intervieweur et un maître du journalisme d'investigation peuvent gâcher une émission s'ils ne savent pas maîtriser leur ego. Le débat tourne au combat et c'est regrettable, disait notre confrère du Figaro Magazine, Karl Meus, qu'on salue. C'est pas une interview, c'est un sketch, dit notre autre confrère Laurent Bazin. La profession donc était assez critique. Effectivement, c'était une nouvelle façon de faire, qui a effectivement été assez contestée au début du débat. Est-ce que d'ailleurs vous avez ressenti ce malaise ? C'est la question qu'on vous a posée sur Twitter et vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous avez regretté cette façon de faire, ou bien est-ce que vous êtes séduit justement par la tournure de confrontation qu'il y a pu y avoir, le fait que les journalistes puissent donner également leur opinion. Justement, Bim Badaboum, encore lui, nous dit: pourquoi avoir choisi un journaliste comme Plenel qui prend autant position ? Ne doit-il pas y avoir une impartialité de la presse ?
Sur le choix de Plenel, c'était une vraie volonté de la part de l'Élysée. Le choix de Plenel, il s'explique par une raison très simple, c'est que durant la campagne, Emmanuel Macron, il a été l'invité de Mediapart Live, qui était un format qui avait été lancé par Mediapart, comme son nom l'indique, qui durait un peu plus de 2 heures déjà à l'époque, qui se déroulait dans la rédaction de Mediapart, dans les bureaux, qui était un débat mené par plusieurs journalistes de la rédaction, et lors duquel Emmanuel Macron avait plutôt bien réussi sa performance, voire très très bien réussi sa performance. Dans les équipes d'Emmanuel Macron, on avait considéré que ça avait été un véritable coup de boost dans la campagne, et ça s'était traduit notamment par un épisode, un extrait, c'est le fameux extrait où Emmanuel Macron revient sur Uber, où il explique, ça avait été résumé par les comptes d'En Marche par question cash, réponse cash. C'est un extrait qui avait été vu plusieurs millions de fois par les équipes d'En Marche, qui s'en vantaient à l'époque en expliquant que cet extrait résumait l'émission et donc était un coup de boost pour Emmanuel Macron. Dans cet extrait, Emmanuel Macron, pour la petite histoire, il était interrogé sur Uber et il répondait à la journaliste de Mediapart qui l'interrogeait que ça faisait 30 ans que selon lui, on n'avait pas eu mieux à offrir aux jeunes des quartiers et que donc il se félicitait qu'il retrouve aujourd'hui de la dignité par le travail en portant un costume, en allant travailler chez Uber, quitte à travailler, à dépasser les 35 heures par semaine pour un salaire qui est pas tellement plus élevé que le SMIC, mais qui reste une voie de réinsertion par le travail selon lui. Et donc il s'en félicitait. L'extrait avait très très bien marché sur les réseaux sociaux. Donc Emmanuel Macron, il garde un bon souvenir de ses émissions face à Edoui Plenel. La question, c'est si Emmanuel Macron garde encore un bon souvenir de cette confrontation avec Edoui Plenel. Oui, si on en juge par l'une des dernières répliques de cette interview, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à, je cite, refaire l'entretien d'embauche l'an prochain. L'expression était d'Edoui Plenel. D'ailleurs, il avait dit à l'époque, Edoui Plenel lui a demandé s'il le ferait. Emmanuel Macron avait dit chiche, Plenel avait dit banco. Ça les a amenés à ce soir. Donc là, ils ont répété l'épisode. Edoui Plenel lui a demandé s'il reviendrait. Macron a répondu chiche. Plenel a répondu banco. Donc a priori, on refera cette même émission sur Figaro Live l'année prochaine. Et la question, c'est de savoir si l'année prochaine, nous aurons effectivement le même type de confrontation extrait. L'actuel PDG de la SNCF, qui est un énarque, un haut fonctionnaire, M. Guillaume Pépi, il est à la direction de la SNCF depuis 1998. La politique du tout TGV, c'était lui. Votre ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle a fait plusieurs années, à partir de 2002, comme directrice de la stratégie de la SNCF. Je pourrais même ajouter votre ministre des Armées, qui a été délégué avec un salaire, ça a été montré, de plus de 50 000 euros. Vous avez une manière de vous attaquer aux gens et d'insinuer par les gens. Non, mais ça n'a rien à voir avec Non. Voilà, donc c'était concernant un sujet qui a été abordé, qui a été pas celui qui a été le plus abordé d'ailleurs, qui a été la SNCF. Il y a eu tellement de passes d'armes et de formes, et on a tellement attribué d'importance à la forme. Je pense notamment à Sophia Chikirou, qui est la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, l'une des instigatrices du média, le média proche donc de la France Insoumise. Une interview incroyable. Emmanuel Macron n'est plus président ce soir. Il est dans les cordes face à 2 coriaces et il en est réduit aux répliques mesquines. Il achève son plan comme raté. Les 2 journalistes font le job. Eh bien, il faut souligner que tous les Insoumis se sont réjouis de l'interview de ce soir, en expliquant que les journalistes, pour une fois, avaient été exceptionnels et que le président en était réduit à... Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Non, c'est rare que les Insoumis... Notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon, voilà, dont on voit également le tweet. Beaucoup plus sobre, d'ailleurs, que d'autres insoumis. Incroyable entretien de presse. On n'écoute plus les réponses et on attend les questions. Est-ce que, justement, ce n'était pas le risque également au cours de cet entretien? En tous les cas, c'est un peu la question qu'on vous pose. Est-ce que c'est ce que vous avez, par exemple, ressenti? Je pense que le fait de ne pas écouter les réponses et d'attendre les questions, c'est vraiment la position de la France Insoumise. Effectivement, ça serait intéressant de voir comment c'est perçu par l'opinion, ce nouveau... En fait, spontanément, on n'a même plus envie de parler d'interview présidentielle, mais de débat. Ce soir, d'ailleurs, ça se voit même dans certains articles du Figaro qu'on a titré « Macron face à Bourdin et Plenel ». C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans le rôle de l'interview, avec la neutralité journalistique qui s'impose et les réponses présidentielles, mais dans un débat avec des journalistes qui provoquent le président de la République, qui
qui le poussent dans ses retranchements et qui eux-mêmes sortent des leurs d'ailleurs. On a des journalistes qui sont plus vraiment intervieweurs et qui commencent à devenir des débatteurs. Il faudra voir comment c'est perçu par l'opinion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de la France Insoumise, on le salue puisqu'on considère ça comme de l'irrévérence au président de la République, dont la France Insoumise dénonce souvent ce qu'ils appellent l'autoritarisme ou la concentration des pouvoirs, et j'en passe et des meilleurs. Alors justement, l'autoritarisme, la concentration des pouvoirs, à l'inverse, notre confrère Marc Landré, qu'on salue ce soir, nous dit c'est drôle, mais quand j'ai l'impression, mais je n'ai pas l'impression d'écouter un président de la République quand je l'entends répondre sur la CSG, les baisses locatives et maintenant la tarification à l'activité. Emmanuel Macron joue tous les rôles, ministre de l'économie, budget, santé. Bon, c'est une analyse, un point de vue. Ce qui est vrai, c'est qu'il est rentré quand même beaucoup dans le détail sur ces questions-là. Tout à fait. J'ajoute au tweet de Marc que Emmanuel Macron a d'ailleurs été aussi supporter de l'Olympique de Marseille et commentateur sportif ce soir puisqu'il est revenu sur le... Même s'il s'en défendait de l'être. Tout à fait, mais il a été contraint de le faire et il a commenté l'épopée européenne de l'Olympique de Marseille et le sacre du Paris Saint-Germain qui devient champion de France ce soir. Je ferme la parenthèse et je reviens sur des considérations plus sérieuses. Emmanuel Macron, c'est un spécialiste des questions économiques. Il a été nommé ministre de l'économie. De tout temps, Emmanuel Macron, il est très à l'aise sur les sujets économiques et sociaux. C'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il fait une différence énorme dans le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen qui enchaînait les approximations, voire les mensonges parfois. Donc, il est très à l'aise là-dessus et c'est vrai qu'il a tendance à s'étaler là-dessus puisqu'il tient à la rigueur et à la précision sur ces sujets puisqu'à nouveau, parce qu'il les maîtrise. Après, Emmanuel Macron, il a abordé aussi d'autres sujets que les questions économiques, parfois plus brièvement, parfois plus succinctement, mais c'est aussi le format de l'interview qui voulait ça, puisque les journalistes soit le coupaient, soit lui rentraient souvent dedans, dans le but de le pousser dans ses retranchements à nouveau. Justement, on va peut-être revenir sur un certain nombre de choses qu'il a annoncées sur le plan économique, mais assez rapidement. Vous voyez derrière moi que le live tweet, le direct texte du Figaro.fr continue. Vous avez notamment ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron face à Bourdin et Plenel. La question, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ? On va regarder tout de suite les résultats en direct avec vous. Pour l'instant, vous êtes oui à répondre à 61% et 39% de non. Et c'est là une tendance qui se creuse parce que quand on a commencé ce live tout à l'heure, les scores étaient plus resserrés. On regarde donc encore les autres articles que vous pouvez retrouver et vous retrouvez effectivement les échanges les plus tendus, ceux que l'on a vus tout à l'heure. Ont été abordés notamment la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a également un débat qui a porté sur le verrou de Bercy. Il y a un certain nombre d'articles du Figaro et dans la verticale éco qu'on vous recommande qui détaille ce qu'est ce verrou. Il y a également, parmi les autres annonces qui ont été faites, celle qui concerne la SNCF avec toute une question qui porte sur la dette de la SNCF. Tout à fait. Emmanuel Macron avait pas été très clair sur la question lors de son interview sur TF1, au Trésor de TF1. Il avait dit que la dette serait progressivement reprise à mesure que les réformes avanceraient. Autrement dit, personne n'avait vraiment compris ce qu'il voulait dire. Là, il a été très clair. Il a dit que la dette serait progressivement reprise dès le 1er janvier. Donc voilà, on a un calendrier, on a un échéancier, une clarification de la part d'Emmanuel Macron, puisque ce qu'il avait dit sur TF1 n'avait pas été très très bien compris, et d'autant que Christophe Castaner, qui avait été l'invité de RMC BFM TV le lendemain matin, avait clarifié la position, mais voilà, cette fois c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, et c'est chose faite. Et ce sera donc à partir de janvier 2020. 2020, pardon, oui, pas le 1er janvier prochain, le 1er janvier 2020. Oui, c'est à partir de janvier 2020, pardon de ne pas vous avoir relevé. Il y a également d'autres thèmes d'actualité qui ont été abordés. Il y a notamment Notre-Dame-des-Landes, justement avec là également une passe d'armes entre Edoui Plenel et le chef de l'État. On l'écoute tout de suite. Et pour nos concitoyens les plus modestes, vous voyez le retraité dont vous parliez tout à l'heure, oui. La personne qui paye ses impôts, qui paye pour avoir une maison, qui s'est acheté sa maison, qui paye son loyer, qui paye dignement ses impôts. Et l'agriculteur qui a payé ses terres. Et l'agriculteur qui paye ses terres. Vous pensez que je peux aller maintenant lui expliquer ? Il y a des gens, ils ont une idée formidable, une idée fumeuse. Ils ne payent pas les terres, ils ne se conforment à aucune règle. Ils produisent du lait, il n'y a aucune règle.
Les règles de santé publique, c'est pas les leurs. Ils ont un projet alternatif, c'est formidable. On paye plus rien, il n'y a plus de règles. Bon. Je peux les regarder en face? Voilà. Donc, sur Notre-Dame-des-Landes, Emmanuel Macron, on peut dire, ne lâche rien. Non, Emmanuel Macron ne lâche rien. Il avait fait une première concession politique. Il a renoncé à la construction de l'aéroport. Emmanuel Macron, durant la campagne, il avait dit à au moins 2 reprises, dans mon souvenir, qu'il ferait appliquer les résultats du référendum. Autrement dit, qu'il construirait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron, président, il a finalement renoncé à construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est un renoncement politique qu'il a compensé par une fermeté en termes de respect de l'ordre, puisqu'aujourd'hui, il y avait lundi dernier 250 personnes qui occupaient illégalement Notre-Dame-des-Landes. L'opération d'évacuation a été lancée par l'exécutif qui est déterminé à faire évacuer la zone de ces zadistes qui occupent la zone illégalement. Et Emmanuel Macron considère qu'il l'occupe non seulement illégalement, mais en plus de manière illégitime, puisque aujourd'hui leurs revendications n'ont plus lieu d'être, puisque l'aéroport ne sera pas construit. Donc Emmanuel Macron ferme pour compenser le pas en arrière politique. Et effectivement, saluer en tout cas Bin Badaboum, encore lui est reconnaissant. Macron a été très juste en invoquant l'occupation illégale d'un terrain public. Je laisse à Bin Badaboum le soin et en tout cas l'opinion concernant la façon dont ça doit être fait. Ce même internaute qui dit « On a reproché à Macron d'être vague pendant la campagne, alors ne commençons pas à le tailler alors qu'il détaille ses mesures. » Parfois, il faut quand même dire que les mesures étaient quand même très techniques. On est rentré quand même dans des considérations assez pointues, quand même, notamment dans le domaine économique. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas ressortir grand-chose de cette interview pour 2 raisons. D'abord, c'est qu'elle a eu tendance parfois à être effectivement très technique, mais aussi et surtout... Et prise par la forme. Voilà, elle a été prise par la forme. La forme, c'était un combat de boxe. Je pense que c'est pour ça que je disais qu'il serait intéressant de voir si ça a plu aux Français ou pas. Donc il faudra voir 1, les résultats d'audience, 2, est-ce que les Français sont restés jusqu'au bout, 3, est-ce qu'ils ont été convaincus par la performance d'Emmanuel Macron, et 4, est-ce qu'ils ont apprécié le format. En tout cas, ce format de catch, on n'y était pas habitué, et donc je pense que c'est ce qu'il va en ressortir dans un premier temps chez nos confrères, un peu partout. Voilà, ce qu'on va retenir, c'est un format très combatif, un ton très ferme, et des échanges très vigoureux entre Emmanuel Macron et ses 2 débatteurs. Et c'est ce que déplorait notamment notre confrère de France Inter, Yael Gauze, habitué d'ailleurs du plateau de Figaro Live dans l'émission Point de vue, qui interviewe sur quoi une pensée complexe qui n'a même pas le temps d'être expliquée tellement la parole est coupée, concours viril et inaudible. C'était donc à la fin de la première heure. Vous vous rattrapez sur la deuxième heure, point d'interrogation, merci. Il a eu d'ailleurs raison d'ailleurs, puisque le ton a un peu changé. Effectivement. Sur la deuxième heure. On a eu une première heure vraiment très combative, et une deuxième heure où on est plus rentré dans le dur des sujets. Ma crainte, et il faudra le voir, c'est qu'on ait perdu les téléspectateurs au bout de la première heure en fait. C'est ce que d'ailleurs on pouvait lire dans certains commentaires de la question du Figaro. Je vous la rappelle, donc avez-vous trouvé Emmanuel Macron convaincant? Là vous voyez 58 contre 42, mais en fait ça a changé, vous voyez, c'est 61 contre 39. Et quand on lit certains commentaires, on voit qu'il y en a certains qui disaient qu'ils allaient se coucher tellement ils en avaient assez d'entendre, de ne pas entendre et de ne voir qu'un combat de catch. Ça rappelait d'ailleurs un sentiment que des gens avaient exprimé au cours du débat présidentiel. Tout à fait. La tendance au combat de catch, elle se creuse de plus en plus dans les débats politiques et dans les émissions politiques. On va de plus en plus vers une confrontation, de l'affrontement. C'est aussi un peu... C'était le genre un peu également des matinales à un moment, des matinales politiques à un moment, notamment avec Jean-Michel Apathy, qui s'est un peu modéré maintenant. De manière générale, l'immédiateté des réseaux sociaux, l'accélération de l'information continue, etc., nous amène vers ça. C'est-à-dire qu'il faut une phrase simple, percutante, efficace. Et donc, on va vers ces échanges plus vigoureux, plus combatifs. Et donc, en effet, c'est la tendance ces dernières années. Une interview comme celle de ce soir, on n'en avait jamais vu. Une interview présidentielle de ce type, on n'en avait jamais vu. Je ne sais pas si on en verra d'autres.
En tout cas, on n'avait jamais vu. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait jamais vu non plus un débat d'entre-deux tours comme celui qu'on a vu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, où Marine Le Pen était arrivée avec la volonté d'en découdre, et puis c'est tout. Donc il faudra voir si ce sont des choses qui vont se poursuivre ou si c'est épisodique, propre au dynamitage de la vie politique provoquée par Emmanuel Macron, et puis si ensuite les choses vont rentrer dans l'ordre et reprendre leur cours comme dans l'ancien monde, ça il faudra le voir. Dans le monde ancien, oui. J'en profite d'ailleurs pour, justement, concernant ces échanges les plus tendus, recommander cet article. Il est forcément excellent parce qu'il a été écrit par vous, Arthur, juste avant que vous nous rejoigniez. Et on voit effectivement les moments clés qui ont structuré, en tous les cas rhétoriquement, cet échange. Il y a également quelque chose qui a été abordé au début de cette interview, c'est ce qui concerne le point commun qu'il pourrait y avoir entre le mouvement étudiant, le mouvement de la SNCF, Notre-Dame-des-Landes, ce que la gauche souhaite, en tout cas la gauche radicale, pardon, souhaite voir converger, ce qu'on appelle dans le jargon gauche radicale la convergence des luttes. Et là, l'échange, c'est d'ailleurs un des tout premiers échanges qui a été assez animé. Là encore, on regarde, on écoute. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Il n'y a jamais de mauvaise question. Voilà, bon, c'était moins sur la convergence des luttes que sur justement le style Plenel et puis l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant. Sur la convergence des luttes, Emmanuel Macron, lui, a dit, bien entendu, comme il fallait s'y attendre, qu'il n'y croyait pas. Tout à fait. La convergence des luttes... Il a essayé même de les distinguer. Voilà, c'est ce que vous disiez, vocabulaire marxiste, et de Plenel, qui est un ancien trotskiste. C'est assez peu étonnant qu'il cherche. Et d'ailleurs, il a demandé à Emmanuel Macron si la répression dans les facs, la répression à Notre-Dame-des-Landes, c'était sa manière à lui de commémorer mai 68. Emmanuel Macron lui a répondu un peu avec et l'emploi sourire. Du terme répression, d'ailleurs, n'est pas anodin, parce que il est connoté en tant que tel. Tout à fait. Emmanuel Macron lui répond avec le sourire, il lui dit comme vous y allez, et puis il a dénoncé sa malhonnêteté intellectuelle en cherchant au contraire à distinguer chaque problème les uns des autres, ceux dans les hôpitaux qui, a-t-il dit, remontaient dès avant sa présidence, ceux dans les facs où il a concédé qu'il y avait quelques inquiétudes légitimes, mais où il a aussi dénoncé ceux qui étaient là pour bloquer et ceux qui faisaient de la récupération politique, et puis le problème de Notre-Dame-des-Landes, qui, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui l'occupation de Notre-Dame-des-Landes aux yeux d'Emmanuel Macron, elle est à la fois illégale au niveau juridique et illégitime au niveau politique. Donc Emmanuel, c'est le jeu, hein, que ceux qui veulent une convergence des luttes, une coagulation des luttes en tout cas, cherchent à toutes les rapprocher pour obtenir un grand mouvement social de masse qui ferait tomber Emmanuel Macron, cherche à le faire. Et puis Emmanuel Macron, lui, qui au contraire s'est divisé pour mieux régner. Enfin, c'est le jeu politique et c'est assez peu surprenant. Alors il y a quelque chose qui a été également dénoncé, là encore on donne la parole à Edoui Plenel, c'est sur l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, et ça l'a été à plusieurs moments dans l'émission. Notre internaute nous dit ces échanges vigoureux sont causés par des journalistes trop politisés, aucun respect pour le président. Et justement, on peut se dire qu'il y avait effectivement un challenge, un défi qui était lancé par Emmanuel Macron et par notamment Edoui Plenel, qui à un moment a dit vous n'êtes pas ici président de la République, et Emmanuel Macron qui a répondu vous n'êtes pas mon égal, je ne suis pas votre égal. Extrait justement d'une de ces confrontations sur la notion d'ailleurs de débat. On regarde, on écoute. Je crois à une démocratie où les parlementaires ne sont ni des godillots, ni des frondeurs dès qu'ils ne sont pas d'accord. Les amendements n'ont pas été retenus par votre propre groupe. Mais bien sûr, parce qu'il y a des désaccords. Mais je les assume aussi. Mais c'est tout ça le pour pouvoir vous dire... exécutif qui a imposé sa ligne tout au ça groupe pour vous parlementaire. dire que contrairement à l'idée que vous laissez s'installer, il y a un débat démocratique dans la majorité. Débattez, mais je décide.
Parce que c'est ça qui s'est passé là. Non, parce qu'il y a des amendements qui ont aussi été pris par le ministre. Je crois à une démocratie. Voilà, on revient. Vrai, faux sur les amendements qui ont été pris. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques amendements qui ont été retenus par l'exécutif, mais globalement, l'exécutif avait son texte, il reste assez ferme là-dessus. Et d'ailleurs, pour précision pour les internautes, il s'agit de la loi Asile-Immigration, qui est la loi qui va entrer en vigueur, qui est débattue et qui doit être votée dans les prochaines semaines, qui pourrait donner lieu à une sorte... Alors, les macronistes vous expliqueront que c'est pas une fronde, mais bon, un peu quand même. Au moins une trentaine, on parle d'une trentaine au maximum, 5 au minimum, de députés LREM qui pourraient s'abstenir, voter contre. On ne sait pas encore exactement quelle sera leur position. Il y a notamment Mathieu Orphelin, l'ancien porte-parole de Nicolas Hulot, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne voterait pas pour. Donc, autrement dit, il va a priori s'abstenir. Il y a Sonia Crimi, qui a invité du talk du Figaro il y a quelques semaines, disait qu'elle pourrait voter contre. Donc voilà, c'est le texte sur lequel on pourrait voir des abstentions, voire des votes contre côté LREM, la première fois du quinquennat. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron, là, il réaffirme qu'il ne veut pas des députés godillots ni frondeurs. Il n'empêche que la plupart des députés aujourd'hui LREM, ils savent qu'ils sont là par et pour Emmanuel Macron. À l'époque, ils le disaient tous pendant la campagne des législatives, sans la photo d'Emmanuel Macron sur nos affiches, on ne gagnait pas. Donc la plupart d'entre eux suivent quand même globalement les politiques du gouvernement. Et le gouvernement n'est pas complètement sourd à ce que dit la majorité. Il n'est pas non plus complètement... il ne va pas adapter chaque texte non plus à chaque revendication des uns ou des autres, que ce soit au sein de la majorité ou au sein de l'opposition. À un autre moment où effectivement il a été attaqué, ça a été sur la notion, sur la façon d'exercer le pouvoir, non pas de façon donc justement trop verticale, mais sur on ne veut pas dire la brutalité, mais quand Edoui Plenel lui dit vous auriez dû vous appeler En Force plutôt que de vous appeler En Marche. Et Emmanuel Macron lui répond à ce moment-là, si vous voulez changer la Constitution, présentez-vous et puis changez-la. Et puis il s'offre aussi une petite pichenette à Jean-Luc Mélenchon, dont visiblement il considère qu'il est le plus proche des idées d'Edoui Plenel, ça leur appartient, en disant ceux qui voulaient la changer n'ont pas été élus. Bon, Edoui Plenel, il est dans son rôle. Edoui Plenel, il est connu pour porter, en tout cas, il se veut le porte-voix du peuple, le garant d'une démocratie pure et parfaite. Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est le garant d'une démocratie qui serait moins pure ou moins parfaite que celle d'Edoui Plenel, mais voilà, c'était le jeu entre eux. Emmanuel Macron lui répond que s'il veut changer la Constitution, c'était sur l'intervention aussi en Syrie que le débat a porté, sur le fait que le président soit chef des armées, chef de guerre, et que ce soit lui seul qui décide d'intervenir sans vote préalable du Parlement. Donc... Emmanuel Macron a d'ailleurs répondu à cet égard qu'il allait avoir, ce que l'on a appris d'ailleurs dès hier soir, un débat à l'Assemblée nationale demain à 17h, à partir de 17h, débat sans vote. Ce qui est conforme à la Constitution. Et d'ailleurs, c'est une réforme constitutionnelle récente qui veut qu'on informe dans les premières heures les députés des opérations extérieures et qu'au bout de 3 mois, il soit, ou de 60 jours, c'est à débattre. D'ailleurs, si vous trouvez l'information, vous nous la donnez dans le chat du Figaro, de la conduite ou de la poursuite d'une opération extérieure. Donc c'est quand même, la Constitution donne un petit peu plus de pouvoir de contrôle au Parlement maintenant qu'il en a donné d'ailleurs dans la Constitution d'origine. De regard peut-être plus que de contrôle, puisque comme vous le disiez à juste titre, c'est sans vote et puis c'est pas contraignant. Mais en effet, dans un premier temps. Tout à fait. Mais en effet, le président reste le chef de guerre, le chef des armées en France. Emmanuel Macron avait tenu à insister sur ce point dès son élection en mai dernier. On se rappelle que son investiture, parce qu'il a été élu le 7 mai, investi le 14 mai, la semaine d'après, le dimanche 14 mai 2017. Dès son investiture à l'Élysée, il avait descendu les Champs-Élysées dans un véhicule militaire, debout. Dans un commande-car. Tout à fait, je ne connaissais pas je me souvenais plus du type de véhicule dont il s'agissait, mais je vous fais toute confiance là-dessus. Donc Emmanuel Macron avait pris le costume de chef des armées. Là, il en a pris la mesure et le poids en engageant pour la première fois de son quinquennat les troupes françaises
à l'extérieur. En tout cas, les frappes, les troupes aériennes françaises hors du territoire. Voilà, et c'est donc en vertu de l'article 35 de la Constitution. Je remercie cet internaute qui nous a donné cette information. Yves Tréhard vient de publier son éditorial que vous pouvez retrouver sur le site du Figaro. Inutile, c'est son titre. S'il passe nous voir, eh bien, j'espère qu'il nous dira en quoi il considère que c'est inutile. S'agit-il de l'interview, de cet exercice, de l'échange qu'il y a eu entre les journalistes et Emmanuel Macron? Eh ben, c'est à découvrir juste en cliquant sur cet article qui est dans la version premium du Figaro. Et on recommande la version premium du Figaro parce qu'elle vous permet d'avoir accès à énormément d'articles à un tarif qui défie toute concurrence, et en particulier les concurrents du Figaro dans ce domaine. Sur une autre question dont on a parlé, qu'on a évoquée assez rapidement, celle des facultés. Emmanuel Macron a été attaqué par Edoui Plenel, qui s'est fait la porte-parole peut-être un peu de l'esprit de 68 et de la mythologie de 68 sur les évacuations des facultés et sur l'expression qui avait été utilisée lors de l'entretien avec Jean-Pierre Pernaut sur TF1 de diplôme en chocolat. Tout à fait. Mais Edoui Plenel, il est à nouveau dans son rôle là-dessus. C'est peu étonnant qu'il se fasse le porte-voix de 68, des revendications d'une certaine partie de la gauche, la frange la plus à gauche ou la plus radicale, appelons-la comme on veut. Donc, mais voilà, Edoui Plenel, d'ailleurs, lui a à nouveau, on le disait tout à l'heure, Edoui Plenel lui a demandé s'il célébrait mai 68 à sa manière. Emmanuel Macron lui a plutôt répondu à sa manière en disant comme vous y allez. Voilà, c'était un peu le jeu. On sait qu'Emmanuel Macron ne commémorera pas. L'État ne commémorera pas mai 68, les 50 ans de mai 68. Ça ne figure pas au livre des commémorations. Non, voilà, c'est pas une prévu qui n'aura pas dans le livre des commémorations. C'est pas prévu dans le calendrier d'Emmanuel Macron, mais c'est le souhait en revanche d'une partie assez large de la gauche qui va de l'aile gauche du PS jusqu'aux Insoumis, en passant par le PCF et tous les partis de gauche assez radicales. C'est leur souhait, c'est leur rêve même qu'il y ait aujourd'hui une convergence des luttes qui permettent non pas de célébrer mai 68, mais de reproduire mai 2018. Sur cette... alors justement, pardon, je vous coupe, mais il y a donc notre internaute qui nous avait donné l'article de la Constitution nous précise que voilà, il faut 3 jours pour le débat sans vote. Et effectivement, ça tombe lundi, donc dans le timing, puisque les frappes en Syrie ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, puis 4 mois. Voilà, pour le prolongement des opérations. Et ça, c'est soumis au vote. Je pose la question à cet internaute, je crois que c'était sous Nicolas Sarkozy qu'avait été adoptée cette réforme constitutionnelle. Je me demande si ça n'ait pas été dans la suite d'ailleurs du drame d'Ouzbine. Voilà, la question est posée. Si vous avez les réponses, vous nous la donnez, vous continuez à poser vos questions, nous donnez votre avis. Il y a un autre dossier qui a été abordé à la fin de cet entretien. Il concerne une question chaude, et là on peut dire que Jean-Jacques Bourdin l'a abordé de façon assez frontale, c'est la question de l'islam. La question de l'islam, tout à fait. Emmanuel Macron, il était attendu là-dessus, sur la question de l'islam, sur la question de la laïcité. Il n'a pas donné beaucoup de réponses ce soir. Non, c'est ce que j'allais dire, vous me coupez l'herbe sous le pied. Pardon. Il n'a pas donné beaucoup de réponses ce soir, et si ce n'est qu'il a considéré que le voile posait une question de civilité en France. Il me semble que c'est l'expression qu'il a. Il s'est surtout désolidarisé de Jean-Michel Blanquer. Il s'est surtout désolidarisé en effet de Jean-Michel Blanquer, qui s'était dit contre le fait qu'une femme portant le voile puisse accompagner des enfants en sortie scolaire, me semble-t-il. Emmanuel Macron s'en est désolidarisé toutefois sans trop charger la barque de son ministre, qui fait partie des ministres les plus populaires et les plus appréciés de son gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale. Mais Emmanuel Macron n'a pas apporté tant d'éléments de réponse que ça sur ce sujet. Il faut dire qu'il est arrivé ce sujet au bout de 2h30 d'interview, alors que l'interview était censée durer 2 heures, donc il a été abordé assez rapidement, assez frontalement par Jean-Jacques Bourdin, vous le disiez, qui effectivement a relancé Emmanuel Macron à plusieurs reprises là-dessus, mais le président est resté assez prudent sur le sujet.
Donc Eh on ben, n'a pas encore tellement d'éléments de réponse d'Emmanuel Macron. Justement, on va revivre justement quelques séquences de cette question. Je remercie encore notre internaute qui nous donne des précisions exactes sur la modification de la Constitution concernant les opérations extérieures, citant donc Légifrance. La Constitution a été modifiée en juillet 2008. Donc c'était bien sous Nicolas Sarkozy, mais avant le drame d'Ouzbin en Afghanistan, qui lui date d'août 2008, 18 août 2008. On écoute Emmanuel Macron et Jean-Jacques Bourdin sur cette question de l'islam. On viendra à l'islam après. Emmanuel Macron, c'est bien beau de nous dire, mais Non, c'est pas moi, bon. C'est bien beau. Non, plus c'est juste. un constat. Vous faites un constat, mais moi j'ai des réalités. Mais est-ce que vous avez entendu vous des ne seriez jeunes pas dans les Attendez, réalités, Monsieur attendez, Bourdin, et moi dans un attendez. éther Non. bien beau, comme vous dites. Non, mais vous allez. On est dans la même réalité. Non, mais vous allez me dire. Alors, je voudrais finir sur l'islamisme radical. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je reviendrai à l'islam après. Oui, oui. Tu reviendras à l'islam après. Emmanuel Macron, c'est bien beau de nous dire, mais Non, c'est pas moi, bon. c'est j'essaie bien beau. d'être Non, plus c'est juste. un constat. Vous faites un constat, mais moi j'ai des réalités. Mais est-ce que vous avez entendu vous des ne seriez jeunes pas dans les Attendez, réalités, Monsieur attendez, Bourdin, et moi dans un attendez. éther Non. bien beau, comme vous dites. Non, mais vous allez. On est dans la même réalité. Non, mais vous allez me Voilà, excusez-moi pour les heures de manipulation. C'était intéressant d'ailleurs, il y avait une passe d'armes là, pour le coup, entre Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel. Tout à fait. Et Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel, je ne sais pas quelles sont leurs relations personnelles. En revanche, au niveau professionnel, ils sont très peu habitués à travailler ensemble. Et très peu, c'est un euphémisme, parce que c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. Hein. C'était assez inédit comme format d'interview, que le président de la République en exercice soit interviewé par une chaîne d'infos en continu et un site d'investigation. Ça n'était jamais vu. Je ne sais pas si, a priori, on pourrait le revoir l'année prochaine, puisqu'il en a pris l'engagement. En tous les cas, nous, on est prêts à faire l'exercice avec Emmanuel Macron sur Figaro Live. Tout à fait. Si Emmanuel Macron veut se rendre sur Figaro Live, il est le bienvenu et on peut lui lancer l'invitation. Espérons qu'il réponde chiche, comme ça a été le cas pour BFM, RMC et Mediapart. Enfin bon, cette parenthèse refermée. L'échange, en effet, était Ce sera tendu. courtois et sans concession. C'est le style de Figaro Live. Le style de la maison. Jean-Jacques Bourdin a répondu de manière un peu sèche à Edouard Plenel sur l'extrait qu'on vient de voir. Et puis juste derrière, Emmanuel Macron a réembrayé. La question, il me semble, portait sur la responsabilité de la République. Emmanuel Macron, en 2015, il était à l'époque ministre de l'économie. On est au lendemain des attentats de novembre 2015. Emmanuel Macron explique que la République est responsable du terreau sur lequel a prospéré le djihadisme. Au lendemain des attentats du Bataclan de Paris et de Saint-Denis, Emmanuel Macron dit ça. Ça avait d'ailleurs poussé Manuel Valls à se désolidariser de lui en disant que expliquer le terrorisme, c'était déjà revenir à l'excuser. On se souvient de la grosse divergence entre les deux. La divergence est toujours valable aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça, parce que vous connaissez bien justement les deux hommes. Tout à fait pas. Et donc, est-ce que maintenant que quand même Manuel Valls, avec beaucoup de sacrifices, mais s'est rapproché d'Emmanuel Macron, sur cette question-là... La divergence demeure. La divergence demeure. Emmanuel Macron, ce soir, il dit à nouveau que la République a échoué à un moment dans l'intégration. La République a échoué dans l'intégration de certains de ces jeunes. Donc Emmanuel Macron remet le couvert sur la responsabilité de la République. Il le formule pas comme ça, hein, mais c'est ce qu'il avait dit en 2015, c'était que la République avait une part de responsabilité dans le terreau sur lequel le djihadisme a prospéré. Donc il redit en creux la même chose. Manuel Valls, lui, il reste très ferme sur ses positions, voire il continue de plus en plus à affermir sa position. Et la divergence demeure entre les deux, à tel point que la semaine dernière, en fin de semaine, Sacha Houlié, l'ancien vice-président de l'Assemblée, l'un des cofondateurs des Jeunes avec Macron, donc un proche d'Emmanuel Macron, aujourd'hui député de La République En Marche de la Vienne, donnait une interview au Figaro dans laquelle il expliquait que Manuel Valls, de par ses positions sur la laïcité, s'auto-excluait de La République En Marche. Donc la divergence demeure et La République En Marche est loin, et Emmanuel Macron, a fortiori, de s'aligner sur la position de Manuel Valls. Alors, sur la question du terrorisme, on rappellera quand même que Emmanuel Macron a dit qu'il était bien sûr défavorable à des rétentions sur les fichiers S.
Je dis bien sûr parce que c'est une proposition qui est faite par notamment Laurent Wauquiez et par les Républicains, mais on avait entendu quand même déjà beaucoup d'opposition à cette mesure, si je puis dire, de la part de La République En Marche. Tout à fait. D'ailleurs, elle a été faite par Manuel Valls, aussi, cette proposition qui, au lendemain de l'attentat de Trèbes et de Carcassonne, les attentats de l'Aude, a formulé cette demande, interdiction du salafisme et rétention des fichiers S les plus dangereux. Emmanuel Macron, Édouard Philippe avait déjà adressé une fin de non-recevoir depuis l'Assemblée. Emmanuel Macron avait redit la même chose, il le redit ce soir. Il n'en est pas question, à la fois parce que selon Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est incompatible avec le droit et ce serait en plus inefficace selon les deux têtes de l'exécutif, Édouard Philippe la semaine dernière à l'Assemblée, Emmanuel Macron aujourd'hui sur BFM TV, RMC et Mediapart. Si une Française est condamnée à mort en Irak, lui demandait Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce que ferait la France ? Emmanuel Macron a répondu que dans ce cas-là, Paris interviendrait pour demander que la peine soit commuée en une peine qui soit conforme aux valeurs et aux droits français. On imagine dans ce cas-là que c'est une peine de prison, a priori de la prison à perpétuité. Oui. Juste une autre question, je reviens sur l'islam. Emmanuel Macron a été quand même très bousculé par Jean-Jacques Bourdin sur ces questions-là, et notamment sur la question du voile. Vous disiez justement que Emmanuel Macron a été assez peu précis sur la question, assez évasif, notamment parlant de la question de la civilité. Jean-Jacques Bourdin a quand même insisté en disant que les mœurs islamiques bouleversent notre société. Emmanuel Macron en a convenu. Emmanuel Macron en a convenu tout à fait. Il a réaffirmé que l'islam était une religion qui prenait de plus en plus d'importance numérique dans le pays. C'était une religion il a été très descriptif. Voilà, en effet, il a été très descriptif, que la religion se développait dans le pays. Sur la question du voile, il s'est dit favorable à la loi interdisant la burqa. En revanche, il a dit qu'il était contre une loi qui interdirait le voile dans la rue. Et puis, il a dit, en effet, quelque chose d'assez nouveau, c'est que à titre personnel, il était assez inconfortable avec le voile de manière générale, mais que dès lors que cela relevait du choix d'une femme que de le porter, il n'avait selon lui pas à intervenir dans la législation concernant le voile. On jette un œil sur un des derniers extraits de cette interview fleuve. C'est celui qui concerne l'Europe, même si Emmanuel Macron s'est plaint donc qu'on n'ait pas pu parler d'Europe et d'écologie au cours de cet entretien. On a un peu parlé d'Europe, on a parlé également des migrants. Emmanuel Macron d'ailleurs a confessé avoir lu le livre de Stephen Smith qui raconte le caractère inéluctable de l'arrivée d'Africains en masse sur les territoires européens, et qui reprendrait d'ailleurs la thèse d'un ancien haut fonctionnaire français qui s'appelle Serge Michailov, le livre s'appelle Sahélistan, et on recommande aussi, je vous recommande le livre de Stephen Smith. Sur l'autre question, sur ces questions des migrants, juste un point peut-être, Arthur. Emmanuel Macron finalement est plutôt du côté de la ligne des députés LREM qui sont sur la ligne dure. Voilà. Oui, d'ailleurs c'est tout le sens de la loi Asile-Immigration. Donc solidarité avec Gérard Collomb sur la question. Solidarité avec Gérard Collomb qui est l'un des plus proches d'Emmanuel Macron. Donc c'est tout le sens de la loi Asile-Immigration. Humanité et fermeté. Humanité avec ceux qui sont en droit de rester sur le territoire, fermeté avec ceux qui sont ici de manière irrégulière ou illégale et qui doivent être conduits dans des délais plus courts vers leur pays d'origine. On écoute donc un des derniers extraits sur la question justement de l'Europe et qui est lié à la question des migrants, puisque Emmanuel Macron justifie la fermeté de certaines positions par rapport à la façon dont évolue l'Europe et en particulier l'Europe centrale. On regarde. Moi, je vois en Europe, en quelque sorte, des démocraties où les peuples se sont installés dans une fatigue. On leur dit on ne peut pas vraiment réformer, on reste attaché aux choses. Des démocraties qui s'habituent à la faiblesse, qui s'habituent aux injustices, aux inégalités.
Et de l'autre côté, des démocraties illibérales qui disent « Voyez, ces gens-là sont faibles. Alors ne respectons plus la démocratie. Affranchissons-nous de l'indépendance de nos magistrats. Allons de l'avant. » La Pologne, la Hongrie, certains en Roumanie. Alors là, Emmanuel Macron fait coup double. À la fois, il dénonce Viktor Orban et le président Duda en Pologne, et en disant « Moi, on me dit que je suis hyper présidentiel, Macron-Bonaparte, mais je ne suis pas comme eux. » Et puis, il dit si je ne suis pas un peu ferme, on aura Macron et on aura des Orban français ou des Duda français. Tout à fait. Cet extrait, il fait écho à un autre extrait de l'émission, lors duquel Edoui Plenel ou Jean-Jacques Bourdin, je ne me souviens plus duquel des deux, apostrophe Emmanuel Macron en lui expliquant qu'il avait été élu par défaut et non par adhésion. On rappelle qu'il a par eu 18% des inscrits, lui voilà. rappelle là Edoui Plenel, et Emmanuel Macron s'en émeut en disant je suis le seul candidat à la présidentielle pour lequel on ne souligne que le nombre d'inscrits, non pas le nombre de votants. Le nombre de votants, c'était 24% pour ceux qui ne le savent pas. Donc il est arrivé en tête du premier tour avec 24% devant Marine Le Pen, et puis il l'a battu au second tour avec 65-35. Donc Emmanuel Macron, qui est apostrophé, donc c'est par Edoui Plenel tout à fait, qui lui dit qu'il a été élu par défaut et non par adhésion, lui répond qu'au contraire, il a selon lui été élu par rupture avec ce qui a été appelé par lui ou par ses proches l'ancien monde, et que donc il lui incombait de réformer et de faire ce qu'il avait dit, ce pourquoi il avait été élu. Donc première réponse d'Emmanuel Macron. La deuxième, c'est qu'Emmanuel Macron, il a installé ce schéma des eurosceptiques et des pro-européens. Emmanuel Macron, il a été élu, il a voulu déplacer le clivage durant la campagne, là-dessus, sur les populistes, et ce qu'il appelle les populistes et les autres. Donc c'est assez peu surprenant de voir aujourd'hui s'opposer à Orban et consorts au sein de l'Europe. Merci beaucoup, merci Arthur. S'il y a un moment que vous retenez dans cette interview, c'est lequel ? C'est compliqué d'isoler un moment. Si vous me laissez 2 secondes pour y réfléchir, je pense que dans toute la première heure, il doit y en avoir plusieurs. Il y a eu un moment assez fort quand même, c'est lorsqu'Emmanuel Macron s'en est directement pris à Edoui Plenel, lorsqu'il était interrogé sur la fraude fiscale. On en parlait tout à l'heure, l'optimisation, la fraude. Jean-Jacques Bourdin parlait d'évasion fiscale pour résumer les deux. Edoui Plenel a violemment attaqué Emmanuel Macron sur ce sujet-là, en lui parlant de son ami Bernard Arnault. Et puis Emmanuel Macron lui a répondu en rappelant que Mediapart avait subi un redressement fiscal d'un peu plus de 4 millions d'euros en 2015 pour ne pas s'être plié au taux de TVA qui lui correspondait, à savoir celui des médias de presse écrite, et d'avoir payé celui des sites web. Et qui avait fait quelque chose qui était typiquement dans les méthodes plénéliennes, c'est-à-dire d'avoir finalement transgressé une règle, mais en transgressant cette règle, a obtenu la modification, puisqu'on a appelé ça ensuite l'amendement Mediapart. Voilà, Edoui Plenel, c'est ça, tout à fait. Et Edoui Plenel a expliqué que c'était pour un combat qu'il n'avait pas payé, et non pas pour s'en affranchir simplement. Réponse d'Emmanuel Macron, on peut mener des combats sans s'affranchir des règles. Et c'était effectivement un moment très fort. Les autres moments, vous les retrouvez dans cet article qui est juste derrière nous, qui se trouve donc sur le site du Figaro. Vous avez également ce qu'il faut retenir donc de tous ces échanges, pardonnez-moi, moi-même je fatigue un peu. Et puis vous avez cette question, pour l'instant vous êtes 61% à avoir été convaincu par l'interview d'Emmanuel Macron. On en reparle demain de cette interview, notamment demain soir à 17h10 ici au Figaro Live avec Guillaume Roquette et ses invités. Dès 10h34, vous avez rendez-vous avec le Buzz TV. C'est Jamie Gourmaud, vous savez, celui qui a créé C'est pas sorcier, qui est invité. Et puis Yves Tréhard reçoit à midi Jacques Maire, qui est le vice-président LREM de la Commission des Affaires étrangères. On reparlera bien entendu de la Syrie. D'ici là, un grand bravo aux équipes du Figaro.fr sous la houlette de Frédéric Picard, Julien Boudissot, Damien Dupéré, Aude Barietti, Hélène Pagési et Marie-Amélie Putala et Valentin Pilate, qui ont assuré ces lives tout au long du week-end, notamment sur les frappes syriennes hier et puis ce soir sur cette interview d'Emmanuel Macron. Merci aux services politiques
et à vous Arthur d'être venu commenter avec précision et plein d'informations, c'est de mise en perspective ces 3 heures de débat, c'est 2h45 plus exactement 2h45 d'interview qui nous ont semblé être 3 heures de débat. Et puis on retrouve bien entendu votre article, les 5 échanges les plus tendus. Merci aux équipes également de Figaro Live, Julien Leclerc, Charlotte Darche, grâce à qui vous avez pu voir ces extraits qui ont été choisis avec discernement et qui ont été rapidement mis en ligne. Bien sûr, vous les retrouvez sur figaro.fr. Et merci également à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais grâce à qui on a pu faire ce live, c'est Jean-Pierre Van Helder, directeur technique de Figaro Live, un véritable magicien. On le salue. On vous donne rendez-vous très vite sur le figaro.fr et sur Figaro Live. Merci de nous avoir suivis et je pense on peut vous le souhaiter. Bonne nuit.